les hauts plateaux d'Éthiopie, à 4000 mètres d'altitude. C'est ici que sont apparus les premiers humains, il y a plus de 3 millions d'années. Aujourd'hui, la population en majorité chrétienne vit dans 9 États et parle plus de 70 langues. Ce peuple est le seul d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Depuis des siècles, les hommes des hauts plateaux règlent leur vie sur leur rapport à Dieu. Leurs églises troglodytes sont inscrites au patrimoine de l'humanité. Dans la région du Tigré, Vukro, à 2000 mètres d'altitude, se situe au carrefour des routes qui conduisent aux 120 églises creusées dans la montagne. Nabiyat Takele est né dans cette ville. Je suis guide ici, dans cette région, depuis déjà quelques années. Je fais visiter les églises troglodytes aux gens de passage. Dans la région du Tigré, nous avons de nombreuses et très belles églises, comme celle que nous allons voir tout à l'heure. C'est un métier fatigant parce qu'il faut monter, descendre, marcher longtemps pour voir ces merveilles. Mais moi, j'adore ça. C'est mon métier, il me plaît. Je suis heureux de faire partager tout cela aux gens qui prennent le temps de venir jusqu'à nous. Nabiyat nous emmène dans la vallée de Dégoum. Le massif de Geralta est formé d'aiguilles, de parois verticales et de sommets pratiquement inaccessibles. Ici, accéder au lieu de prière est un véritable chemin de croix. Là, on va monter pour aller voir une des plus belles églises d'Éthiopie, qui s'appelle Abuya Nemata. Et on va rencontrer un prêtre de 80 ans qui monte là tous les jours. Et apparemment, on est aidé, nous, pour porter le matériel, mais ça n'a pas l'air totalement simple. Allez, c'est parti! Faute de cordes pour escalader la paroi, Nabiyat et ses amis nous montrent où poser les pieds. Et mieux vaut ne pas regarder en bas. Comme Al-Gawi. Heureusement que j'ai l'aide de Al-Gawi pour me monter la caméra. Autrement, on n'aurait pas pu filmer. Kez Mesgedi Sélassié, le prêtre, nous attend en haut du piton rocheux. Nombre d'églises de la région, à l'écart des voies de communication, sont inconnues des étrangers. Seuls les prêtres y ont accès. Ici reposent les corps des prêtres et des moines qui avaient en charge ces églises. Autrefois, leurs dépouilles étaient déposées ici, directement sur le sol. Seul accès à l'église, un parapet taillé dans la roche qui surplombe plusieurs centaines de mètres d'à pic. Ces églises sont restées longtemps ignorées du monde et des envahisseurs. Leurs entrées sont cachées au creux des parois. Je vais rejoindre le prêtre qui va nous faire visiter l'église. Je fais très attention où je mets les pieds parce que la pique est très impressionnant.
Voilà, suivez-moi, je suis heureux de vous guider ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous voyons ici, ces fresques au plafond et sur les murs de cette chapelle? L'homme qui a creusé ce rocher et qui a peint ces fresques a demandé à Dieu de l'aider à faire des peintures qui resteront pour l'éternité. Dieu a envoyé un de ses messagers qui a terminé toutes ces fresques. Au plafond sont représentés les 12 apôtres. Ici, il y a Pierre, puis Moïse. Là, c'est Elias, puis Enoch et Simon. Ce sont tous des prophètes. Au VIe siècle, la langue officielle était le grec, tandis que se forgeait une langue littéraire propre au pays, le guèze. Aujourd'hui, on parle l'amharique, mais dans toutes les cérémonies religieuses, le guèze reste d'usage. Cet endroit est très montagneux. Il y a beaucoup d'églises ici, comme celle-là, cachées dans la montagne, dans la roche. J'y vais pour prier, donner des messes. Je sers toutes ces églises parce que c'est ma mission, mon devoir. Je passe ma vie à grimper dans ces montagnes, mais tu sais, si tu as la foi, c'est pas compliqué. Je suis habité par Dieu, ce qui me permet d'aller offrir mes services partout dans ces montagnes. De retour à Woukro, nous rencontrons Asfa Hossein Asrat, un ami de Nabiat. Professeur à l'université d'Addis Abeba, ce géologue a démontré que les églises de la région ont toutes été creusées dans le basalte. Une contrainte géologique qui a imposé leur structure et leur emplacement. Je m'appelle Asfa Hossein Asrat. Je suis né en Éthiopie, à Mekele, dans la région du Tigré. J'ai fait mes études là-bas, puis mes études universitaires à Addis Abeba. Mais j'ai fait mon doctorat en France. Là, je parle aussi un peu de français, parce que j'ai fait ma thèse à Nancy il y a à peu près 7 ans. Mais je vais continuer en Amharique. J'ai fait ma thèse sur cette région, sur les montagnes environnantes. J'ai pu observer quelque chose de très intéressant. Ces pierres que l'on voit là-bas, ces couches superposées nous rappellent comment s'est formée géologiquement cette région. Elle nous donne aussi des indications pour comprendre quel était le climat ici. Il y a de grands et vieux arbres autour des églises. Il n'y a aucune raison pour que ces arbres que l'on retrouve autour des églises ne soient pas plantés ailleurs. Cela veut dire qu'à une certaine époque, toute la région était recouverte de ces arbres gigantesques, comme celui que nous avons au-dessus de la tête. Toutes les églises de la région ont été creusées dans la même roche. C'est une roche plus souple et plus friable que les autres. C'est une roche plus simple à travailler et à tailler. Ce que l'on voit sur la carte, on le retrouve là-bas. C'est sur ces montagnes au loin qu'ont été creusées ces églises.
Cela veut dire que les bâtisseurs de ces églises savaient déjà ce que nous savons aujourd'hui sur la qualité de la roche. Là, nous entrons dans une église totalement creusée dans la roche. C'est la plus grande église troglodyte de la région. L'architecture révèle les influences grecques et byzantines apportées en Éthiopie par les chrétiens d'Égypte qui fuyaient la conquête islamique. C'est l'heure de la messe. Tout ce que l'on voit ici, les colonnes, les plafonds, tout a été taillé dans la pierre. On ne peut pas passer dans le chœur. À part les prêtres, personne ne peut y passer. C'est interdit. Quand on observe le plafond qui date de l'époque, on voit que cette église a été incendiée. Il y a des traces de fumée. Certaines peintures ont disparu et certaines autres ont été rajoutées. On voit qu'elles sont plus récentes. Ces colonnes qui ont été taillées ici, d'après certaines études, datent du 9e siècle après Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de rajouts sur la pierre sablonneuse. Des couches et des couches de peinture. Ça n'a plus rien à voir avec la pierre originale. Il y a eu tant de choses rajoutées. C'est des bivalves. Et ça, c'est la preuve qu'on avait la mer il y a longtemps par ici. Et on trouve ça partout en haut, sur les roches, dans les roches calcaires. Ok. Est-ce que vous l'achetez? Oui, avec plaisir, oui. D'accord. Tiens. 10 bières, ça va? 10 bières, oui. Et ramenez le lâcher. Nous laissons le géologue dans sa montagne, rouge comme le minerai de fer qu'elle contient. Dans la vallée, Woukro s'anime. En fin de semaine, à la tombée de la nuit, et surtout en ces périodes de fête, j'aime me promener dans les rues de Woukro. Il y a beaucoup d'animations, c'est très agréable. Puis je retrouve mes amis et nous passons la soirée dans des cafés où l'on peut danser. La ville est le point de passage obligé pour toutes les caravanes. Depuis toujours, le sel est utilisé comme monnaie d'échange sur les marchés. C'est l'or blanc du pays. Vendu par plaque ou au poids, il est prélevé dans le Danakil, le plus grand désert de sel d'Afrique bordé par les hauts plateaux.
Hussein Mohamed est un Afar. Choisi par le Conseil des Anciens, c'est lui qui, dans cette partie du désert, prélève la taxe sur le sel. Je travaille pour l'administration et la gestion de cette zone d'exploitation de sel en pays Afar. Depuis la nuit des temps, les commerçants viennent ici creuser le sol et extraire des plaques de sel. Ils viennent du Tigré, parfois de très loin. Ici, il y a un partage du travail. Il y a ceux qui taillent les plaques de sel et ceux qui chargent les dromadaires. Ce sont les Afars qui exploitent le sel et ils partagent cette tâche avec les commerçants tigréens. Ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de monde ici. Les Afars inspirent toujours une certaine crainte parmi les Éthiopiens des hautes terres. La zone où résident ces guerriers, presque toujours armés, est considérée comme hostile. La moitié du peuple Afar a disparu pendant les grandes famines de 1974 et 1984. Il y a la présence de l'armée ici, puisqu'il y a pas mal de problèmes. La frontière de l'Érythrée est toute proche, environ 90 km. Donc il y a souvent des incursions soit de l'armée érythréenne, soit de rebelles qui viennent kidnapper les gens tout bêtement. Hussein, tu as déjà eu des problèmes, toi, il y a 3 ans? Oui, j'étais avec des amis européens dans cette zone. C'était des Français et des Anglais qui étaient venus me voir chez moi et ils ont été enlevés par des rebelles. Je les ai défendus. Les rebelles ne voulaient pas que je reste. Ils voulaient capturer uniquement mes amis européens. Mais j'ai pu rester avec eux et quelques jours après, nous avons été libérés contre une rançon. Nous sommes restés captifs pendant 52 heures. Heureusement pour nous, l'histoire s'est bien terminée. Hussein nous conduit au bord du désert de sel. Il y a plusieurs millions d'années, cette région a été noyée par la mer Rouge. Puis, après un tremblement de terre, les eaux se sont retirées, laissant apparaître de vastes étendues de sel et des vasques d'eau géothermale acide. Le soufre et le sel se mélangent pour former ces paysages spectaculaires. Ici, nous sommes à la source. C'est l'endroit que nous appelons les sources chaudes. Il faut faire très attention en marchant sur ces matières. Il vaut mieux ne pas s'aventurer ici si on ne connaît pas. L'eau est brûlante. Il y a du soufre et une chute peut être mortelle. Là où c'est blanc, c'est qu'il y a l'eau en dessous et du sel qui remonte à la surface. C'est blanc et au contact de l'air, ça change de couleur. Tout ça, c'est du sel. Et ces rochers, ce sont des concrétions de sel. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du pétrole, de l'huile. On voit bien que ce n'est pas de l'eau. On dirait de l'huile. Ça ressemble et ça a l'odeur de l'acide que l'on met dans les batteries de voiture. Je pense qu'on devrait étudier la composition de ce liquide. Il y a peut-être une fortune ici sous nos pieds. Les dépôts de sel peuvent atteindre 2000 mètres d'épaisseur. Les réserves quasiment inépuisables sont exploitées depuis des siècles. Chaque semaine, 5000 dromadaires transportent le sel vers les marchés des hauts plateaux. À 8 jours et 8 nuits de marche,
le village de Hausen, à 2600 mètres d'altitude, est le centre de la région. Une plaque de sel se vend 18 beurres, environ 1 euro. Après le marché, Gebré et son ami Alemou se rendent dans un des petits cafés de la place, où l'on sert uniquement la tella. Cette bière locale est fabriquée avec des céréales et les feuilles d'un arbuste, le geisho. Le tout, réduit en poudre, fermente 3 jours dans de l'eau. Je suis commerçant. Je vais chercher le sel dans le désert du Dalol. Je suis aussi fermier. Quand je ne travaille pas la terre, je fais le long voyage avec mes dromadaires et mes ânes jusqu'au Dalol pour aller chercher du sel. Mais grâce à Dieu, je suis aussi prêtre. Et c'est cela qui me donne la force de faire tout ce que j'entreprends. Après le marché, certains feront 2 heures de marche pour rejoindre leur village dans la montagne. Gebré habite dans une petite maison de pierre. 3 fois par an, il va chercher le sel pour payer les études de ses enfants. Ça, ce sont mes réserves d'orge. Il y a de l'orge là-dedans. Ça, c'est encore de l'orge. Et ça, c'est du blé. Ce sont les récoltes de cet hiver que j'entrepose ici. Tout ça, c'est tout ce que nous possédons. Cette pièce unique, c'est ma maison. Ça, c'est le lit. C'est là que je dors. Je travaille pour l'église. Je suis serviteur de l'église de la Vierge. Je m'occupe des messes, des enterrements, des baptêmes. J'assure toutes les cérémonies religieuses. L'église orthodoxe unifiée d'Éthiopie est rattachée à celle d'Égypte. Elle est restée à l'écart des luttes théologiques des premiers siècles du christianisme. Avec les 5 colonnes du mystère, le catéchisme raconte la création de l'univers, la Trinité et Marie, qui vécut dans un temple jusqu'à l'âge de 15 ans, nourri par les anges. Les chrétiens d'Éthiopie célèbrent également l'Annonciation, la naissance de Jésus, sa passion et sa résurrection. On raconte qu'autrefois, il y a bien longtemps, bien avant la civilisation grecque, les montagnes étaient des endroits sacrés parce qu'elles étaient plus élevées, plus proches du ciel et du Créateur. On peut lire dans la Bible que Lot, le neveu d'Abraham, habitait dans la plaine avec ses 3 enfants. Quand ils ont fui Sodome, la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Et Lot est venu vivre dans la montagne pour être plus près du Créateur. C'est pour cette raison que depuis, nous vivons dans la montagne.
le sud, Addis Abeba, la nouvelle fleur en Amérique, est la capitale la plus élevée d'Afrique, perchée à 2600 mètres. C'est une ville récente, fondée en 1886, qui compte près de 5 millions d'habitants. Nous y rencontrons Makeda Ketcha. Son prénom signifie « reine de Saba », la reine éthiopienne des temps anciens. Son arrière-grand-père, missionnaire allemand, s'était marié il y a plus d'un siècle avec une Éthiopienne. Makeda se passionne pour ses racines africaines. Moi, je suis revenue dans les années 90, précisément en 1993, et j'ai décidé de faire des recherches. Et c'est en fait en cherchant dans l'histoire du pays que petit à petit, j'ai tiré des ficelles et au bout de 4-5 ans, j'ai retrouvé le lieu de naissance de mon arrière-grand-mère. Journaliste, Makeda s'intéresse aux diverses cultures éthiopiennes. En Éthiopie, on doit se rappeler ses ancêtres sur 7 générations. On n'oublie pas sur 7 générations qui est qui. Je suis le père de, je suis la fille de, qui est le fils ou la fille de, jusqu'à 7 générations. Quand je suis arrivée à la montagne de Magdala, j'ai revu un prêtre que j'avais vu l'année d'avant, avec qui j'avais donné le nom de mon arrière-grand-mère. Et on a fait 2 heures de marche. Je me suis assise au pied d'un homme. Et à partir de là, il a commencé à me raconter toute l'histoire de ma famille, depuis le mariage de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père en 1856, jusqu'au départ de mon grand-père de l'Éthiopie. Et à la fin, il m'a dit, et ton grand-père est parti en disant, un jour, un de mes descendants reviendra. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ben voilà, c'est moi la descendante qui est revenue. Là, on va aller chez ma cousine, Tsegé, et elle habite au plein cœur du grand marché d'Addis Abeba, le Mercato. Comment vas-tu, ma cousine? Je te présente l'équipe de télévision. Bonjour, bienvenue. Voilà. Oh, le café! Le bon café éthiopien est là. Il nous attend. Le café symbolise l'hospitalité. Sa préparation est un véritable rituel. Les grains de café sont torréfiés sur la braise. L'odeur et la fumée sont partagées par tous. Puis, le café est moulu et infuse dans l'eau bouillante. L'encens accompagne la cérémonie. Peux-tu nous expliquer notre histoire commune? Depuis très longtemps dans ma famille, on nous a toujours raconté l'histoire de ces grands-parents que nous avons en commun. Et puis un jour, tu es arrivé, et ce jour-là, mon père nous a dit, la famille de Sarah est revenue. Nous, on la connaissait déjà, cette histoire. On savait que ton grand-père était parti à l'étranger.
Depuis toute petite, j'ai entendu ces histoires-là. Je savais que lui ou un de ses descendants allait revenir en Éthiopie. Toi et moi, nous sommes de la 4e génération. Nous sommes comme 2 sœurs et notre histoire continuera à vivre avec nos enfants et nos petits-enfants. Là, ce sont des photos de ma mère, quand elle était danseuse. Ça, c'est Jacob, mon grand-père. Le père de ma mère, lui qui est parti d'Éthiopie. Là, c'est encore ma mère. Makeda se rend avec nous dans le village de Enemba, fêter l'Épiphanie, une des fêtes les plus importantes de l'année. Tout le pays commémore la rencontre du Christ et des rois mages. L'un d'entre eux, Balthazar, venait d'Abyssinie, l'Éthiopie d'aujourd'hui. Dans les villages du Tigré, les agriculteurs se réunissent autour des églises. Ils fêtent également la fin des moissons. Pour aller au village où va se dérouler le Team 4, il faut utiliser des mules, parce que le 4x4 ne peut pas passer sur ces chemins caillouteux. Et il y a à peu près une demi-heure de marche. Et là, on est à 3200 mètres d'altitude, donc on ressent un peu l'effort. Bayé nous accueille dans son village natal. Je suis fermier. J'ai 2 enfants. La plus grande va à l'école. Je veux que les 2 fassent des études. Je fais beaucoup d'efforts pour trouver l'argent pour les envoyer à l'école. C'est très important pour moi. Je veux qu'ils soient indépendants dans la vie. Bien étudier, c'est gagner son indépendance. C'est ça que je dis à mes enfants. Moi, je n'ai pas fait d'études. J'ai essayé, mais j'ai vite abandonné. Je le regrette aujourd'hui. C'est pour cette raison que je veux que mes enfants fassent des études. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'était dur, la vie à la montagne. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un paysan, et je le regrette. Je veux que mes enfants aient une autre chance dans la vie. Là, c'est l'étable. C'est là que les animaux passent la nuit. Quand les animaux dorment ici, ma famille et moi, nous allons dans notre autre maison, juste à côté. Voilà, c'est ici que ma famille et moi dormons. Nous sommes tous réunis ici, et là, vous pouvez voir l'eau, notre réserve. Ici, protégé par ce voile, il y a la vaisselle pour nos repas. C'est ici qu'on range tout ce que nous avons. Là, c'est Jésus, notre Créateur. À côté, la Vierge et l'enfant Jésus, là. Et là, Saint Georges.
Au début de la fête, les tabot, répliques des tables de la loi, quittent les églises. Elles sont portées en procession par des religieux jusque dans un lieu sacré. Baillé est chargé d'ouvrir la marche. Pendant que les hommes entament des chants guerriers, les femmes préparent le pain et la bière que tous partageront. Tu peux me dire comment tu as rencontré ton mari? On était très jeunes quand on s'est rencontrés. On s'est très vite aimés et on s'est mis d'accord. Quand nous sommes arrivés à l'âge de nous marier, nous l'avons fait. J'avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans. Les enfants sont souvent promis dès leur plus jeune âge à une autre famille. Vers 12 ans, les jeunes filles partent chez leur mari, où elles servent souvent d'esclaves. Les garçons sont circoncis à l'âge de 14 ans. Au cours d'une cérémonie publique, le jeune doit montrer sa bravoure et cacher sa souffrance. Les filles, quant à elles, seront excisées, au pire infibulées. Une pratique mutilatrice qui consiste à coudre le sexe, à présent officiellement interdite. Makeda, très impliquée dans l'avenir des femmes de son pays, questionne Sindhu et Bayoush, deux jeunes femmes qui ont choisi de rompre avec les contraintes imposées par les chefs de famille. Vous pouvez me parler de vous et de votre vie? Vous pouvez me dire qui va choisir votre mari? Bayoush, tu peux me dire qui va choisir ton mari? C'est toi ou tes parents? Avant, c'était les parents qui décidaient. Nous étions forcés d'aller avec un homme que nous n'avions pas choisi. Souvent, les filles étaient mariées très jeunes. Mais les temps changent. Même ici, à la campagne, ce n'est plus exactement comme avant. Mes parents se sont mariés très jeunes. Il y en a encore qui se marient très jeunes. Et ce sont leurs parents qui choisissent. Quand ce sont les parents qui décident, ça finit souvent par un divorce. Si ce sont les jeunes qui décident, ce sont alors des mariages d'amour. Et ça peut durer toute la vie. Mais avant, les filles n'allaient pas à l'école et sans instruction, elles obéissaient à leurs parents. Elles ne savaient rien de la vie. Et c'était les parents qui tranchaient. La vie moderne a obligé notre société à se transformer, à évoluer. Maintenant, tout va bien, on peut se marier par amour, on peut vivre tranquillement en faisant ce que l'on désire. Les temps changent et c'est bien. Mais à la campagne, les mentalités mettent du temps à changer. En ville, ça va plus vite. Autrefois, les garçons étaient circoncis et les filles excisées. Dans notre culture, c'était comme ça. Nous avons subi cette mutilation. Il y a encore 10 ans, cela se pratiquait tout le temps. Maintenant, c'est interdit dans toute l'Éthiopie. Les femmes et les enfants arrivent des villages environnants. Au milieu des roches sacrées, après les cérémonies, tous se réunissent. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. La bière locale aidant, les esprits s'échauffent. Les villageois dansent et chantent, armes à la main, le fukura, le chant des guerriers.
Au rythme du tambour, les femmes dansent l'esquesta, une danse où seules les épaules marquent la cadence. C'est ainsi que, depuis des siècles, ce pays de guerriers a résisté aux envahisseurs et aux influences extérieures. L'Éthiopie s'ouvre désormais au monde, soucieuse de préserver sa culture millénaire. Sur ces hauts plateaux arides où l'humanité a vu le jour, on ressent encore comme un souffle de création du monde.